Bonsoir à tous. Donc je m'appelle donc Gilles Marchand, je suis journaliste de presse écrite, donc l'oral c'est pas forcément mon truc. Je vais bientôt passer la parole aux trois intervenants. Mais avant, je voudrais quand même rapidement situer le champ déjà de la recherche sur le langage parlé et le débat inné et acquis dans l'acquisition du langage tel qu'il se pose aujourd'hui. Acquérir le langage parlé peut sembler très facile. L'être humain est finalement très doué pour cela. Pourtant, c'est extrêmement complexe. D'abord, percevoir les sons. On sait maintenant que dès la vie intra-utérine, le fœtus reconnaît en tout cas sa langue maternelle, distingue également la voix de sa mère. Puis, après la naissance, va apprendre à distinguer les syllabes, puis les mots. Il va y avoir ensuite les premières compréhensions des mots dans une conversation, les premiers babillages vers 7-8 mois, le premier mot entre 10 et 12 mois, puis le vocabulaire, la grammaire, la conjugaison. Donc le chemin en fait est finalement très long avant une pleine maîtrise du langage. Et c'est donc en s'intéressant à l'acquisition du langage chez l'enfant que des psychologues et des linguistes ont commencé à s'interroger sur l'inné et l'acquis, la part donc de l'inné et l'acquis dans cette acquisition. En se posant finalement quelques questions très simples. Est-ce que le nouveau-né vient au monde avec peut-être dans le cerveau des mécanismes spécialisés dans l'acquisition du langage, ou est-ce que finalement le bébé naîtrait avec un cerveau complètement vierge et tout serait finalement dû à l'environnement? On peut distinguer en fait très sommairement trois grands courants de pensée qui sont succédés au cours du XXe siècle. Il y a d'abord eu le behaviorisme qui a été dominant entre les années 1930 et 1960. Et pour ce courant, en fait, c'est l'expérience et les renforcements par les expositions permanentes au langage qui permettent l'apprentissage. Donc ici, il n'est pas du tout question d'inné. Le cerveau est vraiment une tabula rasa, une toile vierge à la naissance. Dans les années 50, un linguiste, Noam Chomsky, a proposé une thèse très novatrice. Pour lui, l'homme possède dès la naissance une compétence de base, une aptitude à produire des phrases grammaticalement structurées. Donc pour Chomsky, puis pour d'autres linguistes depuis, il y aurait dans le cerveau une grammaire universelle, commune à toutes les langues du monde. Mais M. Pollock nous en parlera davantage. Plus récemment, c'est la dimension sociale qui a été rappelée. L'enfant apprend également grâce aux échanges avec son entourage, ses parents notamment. Aujourd'hui, où en est-on du débat sur l'inné et l'acquis dans l'acquisition du langage? Les choses ont avancé grâce au progrès de la linguistique, aux importantes avancées dans la visualisation du cerveau, par l'imagerie par résonance magnétique, et également de meilleures connaissances sur les troubles du langage suite à des lésions cérébrales. Donc nos trois intervenants sont ici pour nous apporter donc de nombreux éléments de réponse et aussi de réflexion. Donc je vais donc leur passer la parole, tout d'abord à Jean-Yves Pollock, chercheur au CNRS et à l'Université de Picardie, donc qui va porter le regard de la linguistique appuyé sur la grammaire universelle. Il y aura ensuite Madame Guylaine Dehaene-Lambert, chercheur CNRS au laboratoire de neuroimagerie cognitive d'Orsay, qui nous éclairera sur des données apportées par l'imagerie, notamment dans la perception du langage. Enfin, Madame Marie-Thérèse Lenormand, qui est directeur de recherche à l'INSERM et travaille dans un groupe de recherche en psychologie cognitive, abordera la question de l'inné et de l'acquis sous l'angle de la production du langage chez les enfants sains ou bien atteints de lésions cérébrales ou de maladies d'origine génétique. Et donc la question de la plasticité cérébrale. Voilà, donc je leur passe les paroles et à Monsieur Pollock. Comment est-ce qu'un linguiste peut éclairer la question de ce débat ce soir? En posant des questions très simples. Les savoirs du locuteur qui leur permet de parler et comprendre le français, le russe, l'hébreu, le bambara, font-ils tous l'objet d'un véritable apprentissage? Pour répondre à cette question, il faut évidemment savoir ce que c'est, consciemment ou non, un locuteur adulte, francophone, russophone, anglophone, etc. Et qu'est-ce que c'est ce locuteur? Minimalement, il a dans sa tête un lexique, un dictionnaire, et une grammaire, c'est-à-dire un ensemble de règles et de principes qui lui permettent de combiner les unités du lexique pour former des phrases. Alors une question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce que le lexique interne des locuteurs se développe? Bon, j'aborderai cette question, puis
deuxième question, toutes les règles et tous les principes de la grammaire interne des locuteurs font-ils l'objet d'un véritable apprentissage? Alors commençons par l'acquisition du lexique. Combien d'unités lexicales peut-on supposer connues chez un locuteur adulte, chez vous? Alors il y a les psychologues qui se sont penchés sur cette question et une estimation assez conservatrice estime qu'un étudiant qui rentre à l'université, un étudiant américain qui rentre à l'université, connaît 60 000 unités lexicales distinctes. Et il n'y a pas de raison de penser que ce chiffre serait différent pour un francophone. Il s'ensuit qu'un élève de terminale doit en moyenne avoir appris 10 mots par jour depuis l'âge d'1 an. Et si on fait l'hypothèse, sans doute simplificatrice, que l'acquisition lexicale est constante dans le temps, alors un enfant de 6 ans, préscolaire, enfin avant qu'il ne rentre à l'école primaire, connaît 13 000 mots. Il s'ensuit que une simple opération arithmétique montre que cet enfant a dû apprendre, entre guillemets, un mot toutes les 2 heures de sa vie éveillée depuis l'âge d'1 an. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les petits-enfants sont de véritables éponges lexicales, comme le savent tous les parents attentifs. Ma fille me confiant, ma petite fille qui a 27 mois, me disait la semaine dernière, attention papa, elle répète tout. La comparaison avec d'autres capacités mémorielles, supposez que vous ayez à apprendre le nom et la date d'une bataille toutes les 2 heures pendant 4 ans, montre que les hommes ont une capacité d'acquisition et de stockage des unités lexicales sans équivalent, semble-t-il, dans d'autres domaines cognitifs. Pourquoi? Une réponse naturelle, me semble-t-il, c'est que les hommes ont une propension naturelle à nommer les entités, actions et propriétés que leur système cognitif non linguistique leur font identifier. Qu'est-ce qu'on peut en tirer? C'est que même l'acquisition lexicale, qui suppose évidemment un apprentissage de la forme phonétique et phonologique, et ultérieurement orthographique des unités lexicales, et qui passe parfois par des corrections conscientes et une mémorisation particulière de formes irrégulières. Par exemple, le verbe peindre fait peint au participe et pas peindu, comme le croient les enfants. Donc, même cette acquisition lexicale, qui évidemment repose sur un apprentissage, repose crucialement sur l'existence d'une capacité innée à nommer et mémoriser, sans laquelle la tâche de construire un lexique, tel que nous l'avons mené, chacun d'entre nous, sans effort et inconsciemment, ne pourrait être accomplie. Donc, même pour le lexique, l'acquisition repose sur une base, sur la base d'une capacité spécifique. On le voit quand on compare ce qui se passe avec les primates. Vous savez sans doute que les éthologistes ont essayé de faire parler nos proches parents au moyen, non pas évidemment de la parole, mais soit de langage des signes, soit de blocs de plastique auxquels on assigne des sens, etc. Et effectivement, ces primates parviennent à manier entre 200 et 300 symboles pour désigner toutes sortes d'objets, y compris des actions, etc. Mais ils le font après un entraînement intensif, 2 heures de parole, 2 heures d'entretien régulier avec leur expérimentateur, etc. Donc, il y a une acquisition lexicale chez ces primates, mais qui a un caractère tout à fait différent de celui de l'acquisition lexicale chez les humains. Pourquoi? Réponse, parce que notre capacité lexicale merveilleuse fait partie de ce qu'on peut appeler, au sens large, la faculté de langage des humains, qui est une propriété biologique qui nous définit comme espèce. Je voudrais maintenant vous donner 2 exemples de savoir grammatical qui n'ont pas de réel, qui ne peuvent pas découler d'un réel apprentissage. Le premier est connu dans la littérature technique sous le nom de récursivité. Dans toutes les langues, il existe des unités qui peuvent contenir un nombre entier, arbitrairement grand d'unités du même type. Une phrase en français peut contenir un nombre potentiellement infini de phrases. Je peux dire Pierre pense que Marie pense que Jean pense que Pierre pense que la Terre est ronde. Et il n'y a pas de raison que j'arrête les empilements de Pierre pense, Jean pense, etc.
La récursivité a pour conséquence la propriété d'infinité discrète, qui est familière à chaque locuteur. Chacun d'entre nous, s'il y pense 5 secondes, sait qu'il ne peut pas y avoir une phrase de longueur maximale M, parce qu'il est toujours possible d'enchasser cette phrase de longueur soi-disant maximale M sous une phrase du genre « Pierre pense que ». En conséquence, il n'y a pas. Donc, pourquoi est-ce que nous avons cette capacité? Parce que les règles qui caractérisent les phrases du français sont récursives. Elles peuvent s'appliquer aux produits de leur propre application. Pour construire une phrase, on peut prendre un sujet, un verbe et une phrase, laquelle est elle-même constituée d'un sujet, d'une verbe et d'une phrase, etc. Cette propriété de récursivité semble n'avoir aucune contrepartie dans les systèmes de communication animale. Et par ailleurs, la récursivité, en général, n'est pas le produit d'un apprentissage. Bien que la connaissance réflexive de l'infinité discrète en arithmétique n'émerge que vers 5 ans après une période de maturation. Je dirais donc que la récursion et l'infinité discrète associée au langage est une propriété constitutive de la faculté de langage des humains. Maintenant, je parle de structure syntaxique, les règles syntaxiques. Et chacun d'entre nous sait que les phrases ne sont pas faites de la simple juxtaposition de mots. On le voit très facilement en regardant les phrases comme 7. Marie observe l'homme à la jumelle. 5 secondes de réflexion vous fera prendre conscience du fait que cette phrase est ambiguë. La grammaire scolaire, qui était autrefois, plus beaucoup hélas, enseignée à l'école primaire, disait quelque chose d'intéressant sur cette phrase 7. Elle analysait la suite « l'homme à la jumelle » de 2 façons. Soit cette suite était conçue comme le complément d'objet direct, ici j'utilise des terminologies traditionnelles qui sont très bonnes, du verbe observer. Soit seul l'homme jouait ce rôle. Dans ce dernier cas, à la jumelle était dit un complément circonstanciel de moyen. Sous la première analyse, l'homme à la jumelle était donc une unité syntaxique, ce que la grammaire traditionnelle appelait le complément du verbe observer. Mais sous la seconde, on avait affaire à 2 unités indépendantes, bien que contiguës, le complément et le circonstanciel. Et c'était cette double analyse possible qui était responsable, selon la tradition grammaticale, de l'ambiguïté d'une phrase comme la phrase 7, Marie observe l'homme à la jumelle. Les linguistes contemporains qui n'utiliseraient pas les mêmes terminologies sont d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'ils supposent que chaque locuteur associe à chaque suite de mots de sa langue des structures syntaxiques qu'on peut représenter de différentes façons, ça n'a pas d'importance. À la façon de la manière traditionnelle, à la façon de la grammaire traditionnelle, c'était très bien. Donc on suppose que chaque locuteur associe une ou plusieurs, en cas d'ambiguïté, structures syntaxiques aux suites de sa langue. C'est une propriété qui vaut pour toute langue. Et elle est cruciale pour la compréhension des phrases. Regardez la phrase 8, « La petite brise la glace ». Vous verrez très simplement que si vous mettez ensemble la petite brise, puis ensuite brise la glace, vous aurez brise nom, petit adjectif, et glace verbe, la pronom, alors que si vous mettez la petite puis brise la glace, vous aurez la petite nom, puis brise verbe, la article, glace nom. Si vous n'êtes pas capable de faire cette association distincte pour cette suite unique, vous ne pouvez pas comprendre la phrase. Or, vous pouvez. Donc, vous associez ces structures syntaxiques à cette phrase. Donc, la langue interne des locuteurs, des francophones dans cette salle, associe des structures syntaxiques aux suites de leur langue, des phrases qu'ils produisent. Et les locuteurs savent aussi effectuer des opérations sur les suites. Ainsi, la phrase de tout à l'heure, Marie observe l'homme à la jumelle, peut donner par déplacement d'autres phrases comme 9 et 10. C'est l'homme à la jumelle que Marie observe ou c'est l'homme que Marie observe à la jumelle. Mais vous remarquerez très facilement que si la phrase de départ était ambiguë, la phrase 9, les phrases 9 et les phrases 10 ne sont pas ambiguës. Dans 9, l'homme à la jumelle est forcément le complément d'objet direct du verbe observer, qui a été déplacé de la droite du verbe observe.
Dans 10, l'homme, la suite à la jumelle est nécessairement complément circonstanciel de moyen. Pourquoi? Pourquoi est-ce que, alors que la suite, la phrase de départ est ambiguë, les suites dérivées par déplacement ne sont pas ambiguës? La réponse est que la réponse des linguistes contemporains est que le format possible des règles, par exemple de déplacement, est fixé une fois pour toutes. En particulier, on suppose que les règles de déplacement, celles qui créent à partir de Marie observe l'homme à la jumelle, quelque chose du genre c'est l'homme à la jumelle que Marie observe, ou l'homme à la jumelle a été déplacé, on suppose que ces règles de déplacement n'autorisent que le déplacement d'unités syntaxiques. Si l'homme à la jumelle est une telle unité, le complément de la tradition grammaticale, alors on peut déplacer la suite. Et ça donne la phrase « c'est l'homme à la jumelle que Marie observe ». Par contre, si, comme sous l'autre interprétation, l'homme et à la jumelle ne sont pas une unité, si l'homme est le complément d'objet direct, à la jumelle est le complément circonstanciel de moyen, alors on ne peut pas déplacer les deux à la fois. On ne peut déplacer qu'un seul. Donc, soit on peut déplacer l'homme, comme dans « c'est l'homme que Marie observe à la jumelle », ou bien sûr à la jumelle, ce qui donne « c'est à la jumelle que Marie observe l'homme », qui est évidemment aussi possible, et à nouveau à la jumelle et le circonstanciel de moyen et pas autre chose. Ce grand discours peut être résumé en disant que le format des règles de déplacement, fixé une fois pour toutes les langues, est qu'elles n'affectent que des unités syntaxiques. On dit qu'elles sont dépendantes de la structure. Pas plus que la récursivité, qui n'est pas apprise, la dépendance de la structure n'est le produit d'un apprentissage quelconque. Jamais, quand vous étiez à l'école, on vous a fait observer ce genre de choses. Et pourtant, tous les locuteurs francophones de cette salle ont convergé, je pense, sur les jugements que je rapportais. C'est pas nécessairement, il n'y a rien de logiquement nécessaire à ce que je viens de dire. Il pourrait se trouver que les règles syntaxiques des langues ne sont pas dépendantes de la structure. On n'en a pas trouvé. Autant qu'on sache, toutes les langues, toutes les opérations syntaxiques permises dans les langues sont dépendantes de la structure. Pourquoi? Réponse, parce que, semble-t-il, cette dépendance de la structure est le reflet de contraintes qu'impose à toute langue humaine notre faculté de langage, qui est une propriété biologique de notre espèce. Je conclus. En accord partiel avec la tradition grammaticale, les travaux contemporains en linguistique formelle suggèrent fortement qu'il existe dans les langues internes, l'ensemble de mécanismes intériorisés par les locuteurs, chez Jean, Hans, Jim, Olga, etc., de nombreuses propriétés invariantes qui sont le reflet de la faculté de langage des humains, laquelle est conçue comme un organe mental spécifique de notre espèce et présent chez elle pour des raisons biologiques. Bien entendu, aussi bien du point de vue de la maîtrise du lexique que de la syntaxe, il existe un apprentissage. L'ordre des mots en français, dans une phrase déclarative du français, c'est sujet, verbe, objet. Mais en japonais, c'est sujet, objet, verbe. Et ça, évidemment, ça ne découle pas de la faculté de langage. Donc il y a de l'apprentissage, évidemment, en syntaxe. Mais, comme j'ai essayé de le dire ici, il y a aussi des propriétés invariantes. Et bien que je n'en ai fait qu'une présentation scandaleusement simplifiée et lacunaire, il faut dire que si nous n'avions pas cette faculté de langage qui nous définit comme une espèce, moi en tout cas, je ne serais pas là pour en parler, parce que je ne pourrais pas maîtriser comme je maîtrise le français, et ça vaudrait pour les locuteurs du russe, du bambara ou du japonais. Voilà. Merci, Monsieur Pollock. Donc pour les questions, ce sera une fois que les trois intervenants seront passés. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure. Et donc je laisse la parole à Madame de Anne-Lambert. C'est un peu compliqué parce qu'il faut que j'attire la machine. Hop. Ils sont déchirés.
Alors moi, ce dont je vais vous parler maintenant, c'est où est cet organe du langage que vient de définir Jean-Yves Pollock. Qu'est-ce qui nous fait parler? Et eh bien, on n'a pas su pendant très longtemps, et on verra un petit peu depuis quand on le sait, mais c'est notre cerveau qui fait du langage. Alors, comment il le fait? Alors, Jean-Yves Pollock a parlé de la syntaxe, mais avant d'arriver à la syntaxe, notre cerveau doit faire énormément de choses. Si j'arrive à visualiser le diaporama, voilà, c'est fait. Eh bien, quand vous m'écoutez actuellement, vous avez une onde acoustique qui arrive à vos oreilles. Cette onde acoustique, elle est parfaitement continue. Vous n'avez pas, comme dans le langage écrit, des pauses qui vont vous signaler les mots. Vous avez une espèce de forme avec du son jusqu'à ce que je m'arrête pour passer à une autre phrase. À partir de cette phrase, vous devez faire plusieurs choses. Vous devez d'abord reconnaître qui parle. Donc vous devez savoir où je suis dans cette pièce, je suis devant vous. Vous devez savoir si je suis un homme ou une femme. Vous devez savoir si je suis un peu stressé ou pas stressé. Et ça, vous le décodez de façon tout à fait habituelle et pas toujours très consciente. D'un autre côté, il faut que vous compreniez ce que je dis. Donc vous allez reconnaître les sons. Nous verrons que cette reconnaissance est très affectée par la langue maternelle. C'est ce qu'on appelle le codage phonétique. Et puis à partir de ces sons, il faut que vous trouviez les mots qui ne sont pas signalés dans le codage, mais vous entendez très bien que si je dis « le poisson est sur la table », eh bien vous avez « le », vous avez « poisson », vous avez « est sur la table ». Vous entendez très bien une segmentation en mots. À partir de là, évidemment, il faut calculer la structure syntaxique, et c'était le problème qu'évoquait Jean-Yves Pollock tout à l'heure. Le poisson est sujet, etc. Et puis, il faut également aussi savoir, bon, poisson, c'est un animal, il y a de l'eau, stable, inanimé. Vous êtes en train d'activer toutes les associations que vous avez formées avec poisson, vous avez appris pendant toute votre vie. Et puis, à partir de là, la phrase se forme dans votre tête, le poisson est sur la table. En fait, vous intégrez le contexte, parce qu'il ne suffit pas de comprendre littéralement la phrase que vous entendez. Vous étiez en train de regarder la télévision, votre père était en train de préparer, et s'aperçoit en ramenant le poisson que tout le monde a disparu de la table, et qu'en fait il n'est pas content du tout. Et ce que ça voulait dire, le poisson est sur la table, ça voulait dire ferme la télévision et viens manger. Donc tout cet ensemble de calculs que j'ai essayé de vous détailler, il y en a sans doute d'autres étapes que j'ai pas mises ici, vont se faire dans différents endroits du cerveau, et vont se faire à grande vitesse. Là, ça m'a pris plusieurs secondes pour vous détailler ça, mais en fait c'est fait quasiment, pas en quelques millisecondes, mais immédiatement. Alors, comment le bébé va apprendre ça? Parce qu'on a cru très longtemps que le bébé, ben voilà, il fallait qu'il ait d'abord un certain nombre de concepts. Et puis, par exemple, il voyait une voiture, et à ce moment-là, il disait « Ah, qu'est-ce que c'est que ça ? Une voiture. » Enfin, j'ai le concept de quelque chose qui bouge, et puis sa maman, à ce moment-là, lui dit « Voiture ». Et donc, le bébé sait que cette chose-là est une voiture. Et c'est comme ça, souvent, qu'on apprend une deuxième langue. C'est-à-dire qu'on a un petit peu tous ces concepts, on va demander bon, comment on dit ça en anglais, comment on dit ça en japonais, et puis on va apprendre toute une série de mots. En fait, le bébé n'apprend pas à parler comme ça. Et ce qu'on s'est aperçu dans les recherches depuis les années 70, c'est que le bébé est lancé dans l'apprentissage du langage depuis le départ, depuis la naissance. Alors, comment on essaye de montrer que les bébés ont des capacités? Parce que vous avez entendu ça à la télé, le bébé est un génie, mon bébé sait tout faire, etc. Bon, c'est pas seulement des divagations de journalistes, c'est aussi établi à partir de méthodes scientifiques, pas toujours faciles à faire avec le bébé, mais par exemple, on va utiliser un comportement très facile à avoir chez le bébé, comme la succion. Vous voyez ici, vous avez un petit bébé qui a sa tétine. Bon, cette tétine est reliée à un capteur de pression, ce qui nous permet de savoir à chaque fois qu'il appuie sur la tétine. Et puis, vous avez un ordinateur derrière qui va présenter des sons à ce bébé, et puis l'expérimentateur qui a un casque sur les oreilles, juste pour pas qu'il entende ce qu'entend le bébé et qu'il ne soit pas tenté de donner un coup de pouce à l'expérience. Donc, qu'est-ce que fait le bébé, par exemple, dans cette expérience? Il entend, on prend son rythme de succion de base, que vous avez ici, au départ, bon, ces bébés tuent peut-être environ à 30 suctions par minute. Et puis on commence à leur présenter des phrases. Dans un premier temps, le bébé se dit « Ah ah, j'entends des choses », il se met à téter de plus en plus fort. Et puis au bout d'un moment, c'est des phrases en russe, bon, ça l'intéresse moins, on voit sa succion chuter. À ce moment-là, la moitié des bébés va continuer en russe, et bon, la succion varie un petit peu, mais se maintient à un niveau plutôt bas, alors que l'autre moitié des bébés, bon, c'est tiré au sort, hein, l'expérimentateur ne sait pas ce qu'entend le bébé, va entendre du français, et on voit à ce moment-là
une réaugmentation des taux de succion parce que le bébé a perçu un changement, il est donc à nouveau intéressé par ce qui se passe et il se remet à téter plus fort. Donc c'est un petit peu des choses un petit peu indirectes comme vous le voyez, mais qui nous permettent de montrer que les bébés, donc là des nouveau-nés, sont capables de différencier deux langues comme le français et le russe. Alors une autre technique qu'on peut utiliser, et là où on montre vraiment que c'est pas seulement différencier deux langues comme il pourrait différencier le japonais de l'anglais. Et on a montré qu'effectivement, ils étaient capables de différencier même deux langues étrangères, tant qu'elles appartiennent à deux familles de rythmiques ou prosodiques, comme on dit, différentes. Là, on montre avec cette technique qu'ils reconnaissent leur langue maternelle. Alors, comment on fait cette fois-ci? Eh bien, vous avez votre petit bébé, là, de 3 mois, qui regarde une spirale au centre de l'écran. Donc, évidemment, il y a quelque chose qui tourne, ça l'intéresse, il regarde. Tout d'un coup, la spirale s'éteint et vous avez une phrase, donc dite par une femme bilingue, qui est présentée soit à droite, soit à gauche. Comme il n'y a plus rien à regarder au centre et qu'il y a une phrase du bruit sur le côté, qu'est-ce que fait le bébé? Il se tourne vers le haut-parleur. Et qu'est-ce qu'on mesure? On mesure la vitesse avec laquelle le bébé va s'orienter vers le haut-parleur. Et vous voyez ici que les enfants, si j'arrive à retrouver ma flèche, voilà, les enfants américains, donc vous avez ici la vitesse avec laquelle ils se tournent vers le haut-parleur, vont s'orienter plus vite vers l'anglais que vers le français, hein, sur 1400 millisecondes, enfin 1 seconde 4 pour l'anglais, plus d'1 seconde 8 pour le français, et puis les bébés français ont le comportement inverse. Donc là, ils n'ont pas seulement différencié, ils ont reconnu et ils se tournent plus vite pour leur langue maternelle. Et vous avez aussi là, chez des bébés de 4 mois, catalan-espagnol, donc de langues plus proches peut-être que français et anglais, qui ont le même comportement, c'est-à-dire qu'ils s'orientent plus vite vers leur langue maternelle. Donc ces petits bébés-là sont très jeunes, et donc ils savent déjà quelque chose sur leur langue. Alors, qu'est-ce qu'ils continuent à apprendre? Eh bien, après, ils vont apprendre les voyelles. On sait que vers 4-6 mois, les bébés vont être plus sensibles aux voyelles de leur langue maternelle qu'à voyelles des langues étrangères. Car comme vous le savez, toutes les langues n'utilisent pas tous les sons possibles. On n'utilise qu'un répertoire restreint de ces sons. Alors, un autre exemple ici est sur les consonnes. Ça se fait un peu plus tard. Et vous avez un contraste... dès que je touche la flèche, ça saute. Un contraste comme en hindi, da-da, c'est un da avec la langue qui est repoussée vers l'arrière, qui est aussi évident pour des hindis que bada, c'est le même genre de contraste. Bada, c'est plus vers l'avant, da-da, la langue est plus renvoyée encore en arrière. Nous, les francophones, on l'entend absolument pas. Les anglophones non plus. J'ai pas les performances adultes là-dessus. Mais vous voyez qu'au départ, donc le contraste hindi étant foncé ici, les bébés anglais, anglophones, font la différence tout à fait parfaitement, parce qu'ils sont quasiment à 100% de réponse correcte, entre le da et le da. On utilise d'autres méthodes que je ne vous expliquerai pas ici. Et puis, au fur et à mesure qu'ils vieillissent, vous voyez, leur performance chute. Hein, le contraste en blanc, c'est un contraste salish d'une langue indienne d'Amérique du Nord, et donc pas hindi comme d'Inde. Et vous avez la même performance pour cet autre contraste qui n'existe pas en anglais. Donc ils perdent, et vers 8, 10, 12 mois, vous voyez, leur performance, ils sont plus qu'à 20% de réponse correcte. Alors, évidemment, les enfants hindi ou les enfants salish gardent les performances correctes, puisque pour eux, cela existe dans leur langue. Donc, ce qu'on arrive un petit peu, ce qu'on a découvert un petit peu ces dernières années, c'est que les bébés apprennent la forme de la parole avant le sens, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin, pour apprendre, pour commencer à apprendre leur langue maternelle, de savoir qu'il y a un sens derrière et qu'on est en train de leur communiquer une signification. C'est juste d'être baignés dans ce bain de parole qui fait qu'ils vont apprendre certaines caractéristiques de cette langue particulière qui est la langue de leur entourage, et qui a choisi un certain nombre de paramètres particuliers. Et cette perception, cet apprentissage qu'on fait très tôt va affecter de façon considérable la façon dont on perçoit, nous, adultes, la parole. Et vous expliquer certaines de vos difficultés, par exemple en anglais. J'aime bien cette diapo, parce que comme je suis nulle en anglais, ça me réjouit toujours de montrer que c'est pas de ma faute, c'est de la faute de ma langue maternelle. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? En français, l'accent tombe de façon extrêmement régulière, toujours sur la dernière syllabe du mot. Donc on dit garage, David, etc., etc. Et c'est une des rares, je dirais, contraintes systématiques du français. Alors que dans beaucoup d'autres langues, deux mots peuvent être différents suivant que la accentuation soit posée sur la première syllabe ou la deuxième syllabe. On peut dire en espagnol bébé, alors je ne sais pas le faire, ou bébé, et ça va être deux mots différents. Alors qu'est-ce qu'on a fait ici? On a présenté à des adultes, là, français ou espagnols,
des mots comme beau, pélo. J'aurais peut-être besoin du linguiste pour me les faire correctement, parce que alors moi je suis plus franchouillarde, c'est pas possible. Donc j'y entends rien. Et beau, pélo. Donc vous voyez, l'accent est maintenant normalement sur la seconde. Et on représente un des deux et on demande aux adultes de dire le troisième. Ça ressemble au premier mot que vous avez entendu ou au deuxième mot. Et les Français font 20% d'erreurs. Vous voyez, ils sont en bleu ici, alors que les Espagnols font 2 ou 3% d'erreurs, ce qui est classique, on n'est jamais parfait. Mais 20% d'erreurs, c'est énorme dans une tâche linguistique. C'est comme si, dans 20%, une fois quasiment sur 4, vous entendiez gâteau à la place de bateau. Vous imaginez le problème, c'est quand même pas facile. Donc, ça nous poursuit. Donc, en anglais, on a des problèmes, parce qu'on ne sait pas, on ne connaît pas l'accent. Une autre chose ici, non seulement... Donc là, comme entre la différence entre espagnol et français, vous n'entendez pas quelque chose qui est présent, mais vous posez aussi fabriquer quelque chose qui n'est pas. Par exemple, en japonais, on ne peut pas avoir 2 consonnes qui suivent. Je fais très simple, hein, c'est un peu plus compliqué que ça, mais disons que quand un japonais importe un mot comme restaurant, il dit restaurant. Il met un U entre le S et le T, parce que reste, le T n'est pas possible. Est-ce que c'est parce qu'ils ne peuvent pas produire ces consonnes? Ben, pas du tout. C'est parce qu'en fait, ils entendent comme ça. Ici, dans cette tâche, vous demandez à des adultes, hein, toujours, français et japonais, de dire si dans ebzo, il y a un U. Et ebzo, là, il n'y a rien. On a dit ebzo. Eh bien, les japonais disent évidemment qu'il n'y a pas de U. Mais les français, pardon. Les japonais, dans 60% du temps, disent qu'ils entendent un U. Et puis, par la suite, vous voyez, donc progressivement, au fur et à mesure qu'on introduit un U et qu'on l'allonge, vous avez les Français qui vont le détecter de plus en plus, mais les Japonais, bon, ils restent assez plats jusqu'au moment où ils sont comme les Français, quand le U est vraiment donné. Même à la suite, hein, si on allonge encore le U, tout d'un coup, les Japonais vont dire qu'il y a 2 U, parce que la longueur vocalique est importante en japonais et signale 2 mots différents. Alors qu'en français, on n'a pas de différence. Il y en avait dans le temps entre tâche et tâche, mais maintenant, il n'y en a plus. Donc, pour nous, c'est la même chose. Mais les Japonais vont dire, ah non, tâche et tâche, il y a une différence. Donc, vous voyez un petit peu comment la langue maternelle peut complètement affecter notre perception, et sans doute, cela vient des premiers mois de vie de l'enfant. Alors, où ça se fait dans le cerveau? En fait, depuis 1861, M. Broca, que vous avez en photo ici, a montré que cette capacité de langage était liée à des régions très particulières du cerveau. En l'occurrence, il a fait l'autopsie de M. Le Borgne, qui était un patient qui ne pouvait plus parler depuis 20 ans, qui était hospitalisé à l'hôpital de Bicêtre et qui faisait Tantan, donc on l'appelait M. Tantan, et qui avait en fait une lésion dans cette région frontale gauche qu'on appelle depuis la région de Broca. Et donc pour la première fois, a montré qu'une capacité linguistique était reliée à l'activité d'un endroit précis du cerveau. Alors, depuis, et à la suite, on a montré qu'effectivement, des lésions cérébrales pouvaient affecter le langage et que, en fait, suivant la localisation de cette lésion, on pouvait avoir différents types de troubles du langage. Par exemple, une lésion dans la fameuse région de Broca, que vous avez ici, dans les régions frontales, va donner quelque chose comme vaisselle, ah bon, vaisselle, gâteau, il y a une fille là, etc. Donc, ce que vous voyez là, c'est quelqu'un qui a des troubles du langage, qui a quand même conservé les mots, mais qui n'a plus de syntaxe, qui n'arrive plus à pouvoir ordonner ces mots pour transmettre une information. Un autre type de lésion plus à l'arrière va donner parfois je vous fais un peu caricatural, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu les différences, va vous donner des choses comme il a tout à coup un fait fort et tout le fait fort est parti, il a même buté mon klaxon, ils les ont pris dans la terre, vous savez, ils ont mis mes 9 favoris pour partir, etc., de la formule de mon annule limite pour toujours. Là, vous avez l'impression que si vous ne faites pas attention, cette personne parle très bien. Mais en fait, malgré que ça soit tout à fait fluent, je sais pas, ça doit être un franglais, ça. Les mots dedans sont faux, il y a des persévérations, il y a des mots inventés, et ça veut rien dire. C'est un autre type de trouble du langage qu'on peut voir après des lésions cérébrales. Et ça a été décrit, vous voyez, M. Desgérines, à la fin du 19e, début 20e. Et aujourd'hui, en 2004, avec la poursuite de l'étude de patients dans le cadre de la neuropsychologie, mais aussi maintenant avec les nouvelles méthodes d'imagerie, montre qu'en fait, ces neuroanatomistes du 19e siècle avaient tout à fait raison, et que les régions qui sont particulièrement concernées par le traitement du langage, donc, sont ces régions tout autour de cette vallée qu'on appelle la vallée sylvienne, qui est une grande scissure dans le cerveau, et donc vous avez les régions perceptives un petit peu plus ici, puis les régions de production à l'avant.
Alors, ça c'est chez l'adulte, et en plus, ce que j'ai oublié de dire, c'est que c'est chez la majeure partie des gens dans l'hémisphère gauche. Alors ça, c'est ce qu'on voit chez l'adulte, et la question qu'on se pose, c'est, on a vu que les bébés, tout à l'heure, avaient des capacités, qu'ils étaient capables de reconnaître leur langue maternelle, qu'ils étaient capables de savoir quelles sont les voyelles de leur langue maternelle, etc. Puis très vite, comme Marie-Thérèse Lenormand va vous l'expliquer tout à l'heure, ils font aussi autre chose. Est-ce qu'ils utilisent les mêmes régions que chez l'adulte? Est-ce que c'est ça ces régions qui sont déjà là, qui nous permettent d'apprendre à parler? Ou est-ce qu'en fait, ce qu'on trouve chez l'adulte n'est qu'une conséquence de cet apprentissage? Alors, on a évidemment depuis à peu près une dizaine d'années des machines absolument fantastiques pour regarder le cerveau. Par exemple, l'imagerie par résonance magnétique, où on peut mettre des enfants, on peut mettre des petits. C'est pas du tout basé sur les rayons, donc il n'y a aucun danger à mettre même des tout petits enfants dans l'IRM. Je vais peut-être passer un peu vite sur le principe, on y reviendra peut-être. En fait, tout ce qu'on mesure, il y a un immense aimant dans la pièce, et ce qu'on mesure, ce sont des variations du champ magnétique qui est affecté par le travail, on y reviendra si vous voulez, je vais pas m'y étendre, qui est affecté par le travail neuronal. Une autre technique aussi très, très pratique, c'est ce qu'on appelle les potentiels évoqués cartographiques, où là, on enregistre l'activité électrique cérébrale avec ce genre de filet. Alors c'est pareil, on peut le faire même chez des enfants très très jeunes, et ça nous permet d'avoir les réponses cérébrale. Alors, qu'est-ce qu'on pense sur le développement du cerveau pour le langage? Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont ces régions? Alors, une théorie très simple, c'est de dire, voilà, au départ, le bébé, il n'a pas grand-chose, parce qu'il ne fait pas grand-chose, et puis au fur et à mesure qu'il grandit, il va utiliser de plus en plus les ressources de son gros cerveau, et c'est ce qui lui donne des nouvelles compétences. Ça, c'est une théorie très ancienne, très simple à comprendre. Une deuxième théorie, c'est de dire, non, au départ, tout est connecté, hein, ce cerveau, c'est tout va dans tout et réciproquement. Et ce que va faire l'environnement, ça va être de spécialiser des régions, hein, comme au départ, si on prend l'exemple de la perception des phonèmes, les bébés reconnaissent tous les phonèmes, comme les bébés anglais reconnaissaient le contraste dada-hindi, et puis au fur et à mesure de leur de l'influence de la langue maternelle, ils vont spécialiser des régions. Ça, c'est une autre façon de voir le développement cérébral. Alors, pour ces deux théories, en fait, ce qui fait la différence entre nous et nos cousins les primates, c'est simplement qu'on a un plus gros cerveau. Donc, évidemment, on a plus de capacité d'apprendre des choses parce qu'on a juste plus de ressources à notre disposition. Et donc ce gros cerveau baigné dans un environnement riche tel que l'est celui d'une espèce aussi sociale que la nôtre suffit pour expliquer le langage. Alors la troisième théorie dit qu'en fait mais non, on a un gros cerveau, d'accord, on a un riche environnement culturel, d'accord, et c'est sans doute très important pour apprendre à parler, mais c'est pas ça qui fait cette capacité. Ce qui fait notre capacité, c'est ces réseaux neuronaux très spécifiques qui sont dans l'hémisphère gauche, et qui sont en fait peut-être là dès le départ. Et que c'est parce qu'on a ces réseaux-là, qu'on va pouvoir, dans cet environnement, comprendre ce que c'est que la parole, saisir l'intérêt de ce stimulus autour de nous. Le bébé, il est exposé à plein de bruit, hein, il n'y a pas que de la parole autour de lui, mais c'est vrai que c'est ce stimulus qui va l'intéresser, et que c'est à partir de là qu'il va apprendre des choses. Et ça, c'est pourquoi? C'est parce que dans le cerveau, on a des réseaux qui vont aller quelque part le pousser à aller chercher ce type d'information dans son environnement. Alors, est-ce que l'EEG, l'IRM nous ont montré des choses dans un sens ou dans l'autre? Eh bien, on peut voir avec donc les potentiels évoqués qu'effectivement, le cerveau du bébé est organisé dès le départ. C'est pas une botte de beurre. Il a, par exemple, ici, vous voyez la réponse électrique quand on fait entendre à un bébé une syllabe et là un ton, vous voyez que c'est pas tout à fait pareil. Alors peut-être vous me dites il faut des yeux de spécialistes, mais regardez bien là, la positivité, c'est tout ce qui est jaune et positif, descend très latéralement avec la négativité qui est bleu-verte ici, qui monte au milieu. C'est pas du tout le cas pour la syllabe. Donc si c'est pas le cas, ça veut dire qu'en dessous, ce sont pas les mêmes régions qui travaillent. Et puis la réponse au changement, vous voyez, est encore plus caricaturale, elle est franchement différente. Donc ça, c'est chez des bébés de 3 mois, donc ça veut dire que bon, il y a déjà une différence entre syllabe et ton. Autre chose avec l'IRM, on voit ici que l'activation faite par de la parole, bon, à l'endroit et à l'envers,
active cette région que je vous ai montrée tout à l'heure comme importante chez l'adulte, c'est-à-dire toute cette région autour donc, de cette scissure sylvienne, là vous voyez le lobe temporal, et puis on revient jusqu'à des régions un petit peu surprenantes qui nous ont même surpris parce que vous voyez la région là, la région de Broca, la région frontale est activée chez ces bébés de 3 mois. Et puis en plus, on a des asymétries en faveur de la gauche au niveau de cette région postérieure. Alors pourquoi cette région est importante? Parce que Marie-Thérèse l'évoquera peut-être tout à l'heure, l'asymétrie entre dans cette région-là, donc chez les bébés normaux, chez les bébés, chez les adultes, on voit que la région gauche est plus grande sur le plan anatomique et est aussi activée plus quand on fait de l'IRM fonctionnel. Et chez des enfants qui ont des retards de langage, chez des enfants qui ont des dyslexies, cette asymétrie est moins importante. Donc il semble qu'elle serait peut-être importante pour le langage. Et puis pour en revenir à comparer ici donc la réponse aux mêmes phrases chez des adultes et des enfants, vous voyez la grande similarité entre les adultes et les bébés, avec donc ces activations dans les régions temporales, qui sont un peu plus en surface chez le bébé, mais c'est exactement les mêmes régions, et cette activation frontale, donc juste pour vous remettre le fameux cerveau décrit par Monsieur Broca, donc qui est une région, alors pourquoi je dis que c'est une région étonnante? Parce que c'est une région de production. Chez l'adulte, on la relie à la production du langage. Ces bébés ont 3 mois, c'est-à-dire ils vocalisent légèrement, ils font des arreux, mais ils font pas du tout de babillage très sophistiqué ni rien. Et donc là, on a une activité d'une région qui ne devrait pas être encore fonctionnelle si on regarde juste leur comportement. Donc ça, c'est très intéressant, ça montre vraiment qu'on a des réseaux qui sont là au départ, enfin en tout cas, l'imagerie pousse un petit peu dans ce sens-là, qu'on a des réseaux qui sont là au départ, et c'est grâce à ces réseaux qu'on apprend à parler. Alors, juste pour conclure un petit peu ce que j'ai dit, c'est que donc les humains sont sensibles à la parole dès la naissance, sans doute avant également, peut-être il y aura des questions sur ce qu'on fait in utero. L'apprentissage démarre immédiatement, c'est-à-dire dès qu'il y a de la parole et dès qu'il y a un cerveau, ça apprend, ça n'attend pas. Et donc le cerveau humain possède des réseaux neuronaux qui vont être dédiés au traitement de la parole, et ceux-ci, on les voit présents, alors que le bébé, bon, à 3 mois, on ne peut pas dire qu'il ait encore, ou à 2 mois, une exposition très intense à la parole. Et c'est sans doute grâce à ces réseaux que les humains apprennent à parler, et donc c'est la langue maternelle, donc elle a les réseaux, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va les modeler pour utiliser les paramètres qu'elle a choisis. C'est-à-dire, c'est comme le disait Jean-Yves Pollock tout à l'heure, il y a le principe des mots, il y a le principe de la phonologie, il y a le principe de la syntaxe, mais évidemment, chaque langue a fait des choix sur quel est le principe qu'elle veut utiliser. Et c'est ça que le bébé apprend. Mais ce n'est pas le fait qu'on communique par la parole. Ça, c'est donné dans le cerveau au départ. Merci. Merci beaucoup. Je laisse la parole à Madame Lenormand. Alors moi, je vais essayer de vous parler plus de la chronologie des acquisitions, de l'émergence et du développement des capacités du langage chez l'enfant. Et on va essayer de contrôler à la fois, chez l'enfant normal, les régularités et les variations. La question que je pose par rapport donc au grand débat inné-acquis qui nous intéresse aujourd'hui, c'est comment et combien de temps faut-il à l'enfant pour mettre en place la grammaire de sa langue ? Sa syntaxe en particulier. Mais la grammaire de sa langue, ça peut être aussi toutes les composantes de la langue, c'est-à-dire la chanson de la langue, les indices prosodiques qui sont probablement les premiers, la phonologie et la syntaxe. Donc, nos travaux de recherche, nous, on essaye de mettre en relation la grammaire de l'enfant, au sens large, avec la maturation cérébrale. Car comme l'a dit Ghislaine tout à l'heure, si le cerveau du bébé dispose de circuits dédiés au langage, la période postnatale est si longue que les circuits spécialisés pour le traitement de la parole et du langage ne vont émerger qu'au cours du développement. Donc ce sont ces questions-là qui nous intéressent. Il y a aussi une deuxième question, c'est de comprendre, et ça on ne connaît pas encore très très bien parce qu'on ne fait pas beaucoup de description du développement du langage de l'enfant, mais on voudrait essayer de comprendre les mécanismes et les règles de la plasticité fonctionnelle corticale pour le développement du langage. Donc là, on évoque un peu ce qu'on appelle la notion d'âge critique pour le développement du langage. Alors, peut-on déjà déterminer un état initial, un état final au niveau du système perceptif à 2 ans ?
Sur le plan du système de la production, est-ce qu'il y a quelque chose de différent ou est-ce que c'est relié? Est-ce qu'à 4 ans, l'enfant a déjà appris l'ensemble des règles syntaxiques? Est-ce que ça ne va pas plus longtemps? Donc c'est un peu ces questions-là qui nous intéressent en clinique particulièrement, relation entre perception et production, et aussi les différents stades et les chronologies. Donc par exemple, au niveau de la perception, on sait que vers 4 mois, il y a une stabilité, donc une régularité au niveau de ce qu'on appelle la chanson de la langue, c'est-à-dire les indices prosodiques des enfants. À 6 mois, ils catégorisent les voyelles. À 7 mois, ils segmentent la parole. Ceci est très important pour la pathologie, car il y aurait peut-être un lien entre les troubles de segmentation de la parole et cet état de 7 mois. À 9 mois, il est sensible au lexique de la langue. Et vers 10-12 mois, période critique très très importante, il est presque dans les mots avec une sensibilité aux consonnes et même aux mots de fonction. Donc il a déjà la syntaxe sur le plan perceptif vers 10-12 mois. Pourquoi elle ne produit pas, comme disait aussi Ghislaine, c'est que de 9 à 15 mois, il y a une grande période d'immaturité corticale. Quand on voit ici à la naissance, on sait que les cortex secondaires et associatifs sont très immatures, les arborisations dendritiques corticales sont encore très réduites et la densité synaptique ne fait que commencer à augmenter. Donc c'est pas par hasard que 12 mois, 15 mois, 18 mois, c'est la période de production par excellence. Et à ce niveau, c'est là que les théories divergent aussi en psycholinguistique du développement, car l'apparition des premiers mots des enfants se font en contexte, mais on ne peut pas parler vraiment de noms et de verbes. Savez-vous quels sont peut-être les premiers mots déformés des enfants? C'est souvent quand on fait ce qu'on appelle, nous, la densité des corpus, c'est-à-dire qu'on relève l'ensemble des mots produits par l'enfant, eh bien, c'est des mots un peu sociaux qu'ils font, ou des mots qui ressemblent un peu à des adverbes, c'est-à-dire c'est des ça, là, voilà, encore. Et il y a des auteurs comme Tomasello qui cumulent un peu les grands corpus, c'est-à-dire qu'ils enregistrent les enfants du matin au soir, et il semblerait que les premiers mots des enfants, c'est non. Donc ça a une fonction sociale. À 18 mois, donc c'est l'explosion du vocabulaire. Et là aussi, il y a aussi une divergence dans les théories, car le début de la syntaxe, est-ce qu'on enclenche la grammaire quand on a un stock de mots suffisant? Donc ça, ce sont les théories de Bates qui montrent qu'il faut avoir un minimum de 50 mots différents pour enclencher la grammaire. Et à 24 mois, c'est l'initialisation de la grammaire avec beaucoup de missions d'articles, beaucoup de missions de pronoms. Et c'est en ça que les linguistes sont tout à fait intéressants, car il faut décrire ça de manière minutieuse, ces débuts de l'initialisation à la grammaire. Il y a des grammaires qu'on a appelées pivots, c'est l'assemblage de 2 mots, et ceci disparaît très rapidement chez le petit enfant. Disons que vers 30 mois, il commence à marquer ces mots, ces noms, il commence à marquer ces verbes, il commence à voir les pronoms. Donc ça se déroule très rapidement, sans apprentissage explicite. Donc 30 mois, utilisation correcte des mots de fonction, c'est-à-dire tous ces petits mots, prépositions, articles, pronoms. Et aussi, à 4 ans, on considère que l'enfant articule bien, il fait des phrases tout à fait construites. Donc il y a une stabilité de la grammaire et une grande intelligibilité. Alors, est-ce que tous les enfants ont cette régularité? Est-ce qu'on peut décrire ceci de manière aussi claire? Je pense qu'il manquait des études à grande échelle. Et actuellement, on a des enquêtes qui ont été faites sur, en français par exemple, Sophie Kern a travaillé sur une grande enquête sur plus de 1000 enfants de 12 à 24 mois. Et de manière étonnante, elle a remarqué que 99% de ces enfants babillaient à 12 mois, sur 1000 enfants. Et ceci a été répliqué sur 39 langues, d'où la régularité. Dans le babillage, je ne vais pas vous détailler, mais il y a à peu près 10 stades. Et ceci est important pour les cliniciens parce que ce serait probablement un précurseur aussi du développement retardé du langage. La notion de babillage pas bien intoné et de babillage qui va vers les premiers mots. Donc le babillage qu'on appelle le babillage diversifié, 80% des enfants sur de grandes études ont le babillage à 12 mois.
Alors que l'assemblage de mots, donc sans les marqueurs syntaxiques, mais déjà avec des juxtapositions de mots, 50% des enfants l'ont à 18 mois, mais 92% l'ont à 24 mois. En ce qui concerne la compréhension des mots et la production des mots chez le petit enfant de 12 à 24 mois, donc les choses sont un peu décalées, ne sont pas tout à fait de même ordre sur le plan de la perception ou compréhension et sur le plan de la production. Comme vous voyez, de 12 à 18 mois, la moyenne des mots compris chez les enfants est à multiplier par 2, alors que la production des mots de 12 à 18 mois est à multiplier par 5, ce qui vous montre aussi là l'explosion lexicale. Et de 18 à 24 mois, là, c'est multiplié par 3. Donc tout se passe à ce niveau-là, l'initialisation à la grammaire. Alors moi, j'ai tenté de voir un petit peu cette émergence des catégories syntaxiques en regardant à la fois les régularités et les variations dans les acquisitions, en utilisant une technique de jeu, donc en construisant une grande base de données du langage, et je me suis intéressée donc à un indice de vocabulaire et un indice de maturité syntaxique, c'est-à-dire en regroupant un peu les catégories fonctionnelles comme l'apparition et l'apparition des pronoms, des déterminants et des prépositions, et surtout les premières conjugaisons de verbes des enfants. Donc cette base de données est sur 180 enfants francophones. Donc nous avons stocké 108 616 mots. Donc nous avons pratiqué donc, des analyses un peu linguistiques. Donc nous avons essayé d'abord de voir s'il y avait un effet du sexe par rapport à ces trois indices, cet indice de vocabulaire et cet indice syntaxique. Et nous avons trouvé de manière générale une légère avance chez les filles jusqu'à 3 ans. Et généralement, les auteurs le trouvent avant 3 ans. Et moi, je l'ai trouvé de manière assez claire jusqu'à 3 ans. Mais à 3 ans, les garçons rattrapent les filles. Donc là, il s'agit probablement d'un peut-être effet du milieu ou effet de maturité corticale. Bon, là, je laisse la question ouverte. En revanche, quand on essaye de contrôler l'effet du milieu, là, c'est une variable qui est significative à tous les âges et qui peut s'aggraver en fonction de l'âge. Donc c'est quand même une variation, même dans les variations normales de développement, c'est quand même une variation importante. Donc c'est en ce sens un peu que les études psycholinguistiques du développement ont vraiment beaucoup fleuri dans les années 75, même 90. Moi, j'ai été formée à Boston University et mon professeur était Paula Manu, qui était une élève de Chomsky. Donc, on intégrait un peu toutes les analyses linguistiques, mais aussi on se servait des théories de la psychologie cognitive. Donc, vous aviez les psycholinguistes du développement qui tentaient de suivre la trajectoire de développement du langage et surtout les rythmes d'acquisition chez l'enfant normal, ce que j'ai tenté aussi de faire. Mais les psycholinguistes plus d'origine clinique ont essayé de comparer ces trajectoires avec celles d'enfants qui présentent des pathologies cognitives ou linguistiques. Parce qu'il y a eu un grand débat dans le débat inné-acquis, c'était de savoir s'il y avait une modularité du langage, c'est-à-dire si le langage était vraiment indépendant des autres fonctions cognitives. Notamment, quand on suit des enfants qui peuvent présenter ce qu'on appelle des dysphasies de développement, ou des retards spécifiques du langage, il y a vraiment une dissociation langage-cognition. Ce sont des enfants qui sont extrêmement intelligents, mais qui ont des gros problèmes syntaxiques. À 4 ans, parfois, ils commencent à parler, mais ils font, pour certains d'entre eux, que des mots isolés. Donc là, on est un peu au-delà des variations normales de développement. Et l'origine un petit peu de ces problèmes est tout à fait discutée encore. Et il y a 3 théories aujourd'hui qui prévaut. De savoir si ces enfants ont un déficit dans le traitement de la syllabe, ou quel cas, là, les mécanismes qui seraient affectés seraient des mécanismes au niveau des capacités limitées du traitement de l'information. Le déficit serait-il plus dans le traitement des transitions rapides entre les sons de parole, comme l'évoque Talal? Donc là, ce seraient des mécanismes encore plus en amont, c'est-à-dire des mécanismes de perception auditive, où on garde encore cette hypothèse, est-ce que les déficits ne seraient pas dans le traitement de la morphosyntaxe, auquel cas, là, le mécanisme serait un mécanisme inné, dédié exclusivement à la grammaire et serait génétiquement déterminé. On s'oriente de plus en plus vers une origine génétique de ce trouble spécifique du langage. Il n'y a pas de lésion particulière, mais il y a un dysfonctionnement profond du langage avec une très bonne intelligence.
Un autre type de syndrome génétique rare, puisqu'il y a à peu près une naissance sur 20 000, sont les syndromes de Williams. Il y a un syndrome génétique bien identifié, il y a une microdélétion de plusieurs gènes sur le chromosome 7, et ces enfants ont un retard cognitif assez massif, ils sont retardés mentaux, ils n'arrivent pas à traiter les informations au niveau de tâches spatiales, des problèmes de planification ou de résolution de problèmes, et ils auraient des compétences langagères exceptionnelles. Donc il y a une asynchronie là entre cognition et langage. Donc nous pourrons probablement discuter sur le fait de savoir s'il y a modularité du langage par rapport à la cognition ou cette modularité est simplement relative. Ce sont des enfants que l'on suit de plus en plus et nous n'avons pas encore vraiment résolu la question. D'autres enfants qui nous intéressent pour suivre un peu les trajectoires d'acquisition du langage sont des enfants prématurés, parce que ce sont des enfants qui ont des lésions nécessairement, surtout ceux qui sont nés entre 28 et 29 semaines, des enfants qui ont des lésions au niveau de l'hémisphère de langage, donc l'hémisphère, la zone gauche, et des enfants sourds profonds, congénitaux, qui reçoivent des implants cochléaires pour restaurer leur langage. Donc tous ces enfants sont tout à fait intéressants, peuvent être des modèles même théoriques pour comprendre un peu les mécanismes d'acquisition du langage. Donc nous avons suivi 50 enfants prématurés de 2 à 12 ans et 80% d'entre eux avaient complètement compensé, donc les enfants avec des lésions ont complètement compensé leur langage, donc avaient un langage non seulement qui se déroulait dans des variations normales de développement, mais ils étaient assez à l'heure à l'école. 20% d'entre eux avaient des difficultés qui se situaient particulièrement dans la perception phonétique, dans la compréhension syntaxique, mais ils avaient tous des déficits importants, persistants, dans la production du lexique et surtout de la grammaire. Donc là, pour ces enfants, il y a des asynchronies qui se mettaient en place et on ne pouvait pas vraiment les prévoir parce que la population, au départ, était assez homogène. C'était des enfants, certes prématurés, mais qui n'avaient pas de problèmes cognitifs, disons, validés par rapport à des quotients de développement. Ils avaient une moyenne de 100. Un autre enfant que j'ai pu suivre et qui est tout à fait intéressant parce qu'il avait une lésion du gyrus temporal dans la région postérieure gauche et nous avons suivi son langage donc, de 2 à 6 ans et vous voyez qu'il a rattrapé son lexique alors que la morphosyntaxe est un petit peu en retard mais elle est assez parallèle donc il se développe très très bien sur le plan de la morphosyntaxe. Donc ceci pose vraiment les problèmes de réorganisation du langage chez les enfants qui présentent des lésions au niveau du temporal gauche. Donc là, il y a plusieurs théories, mais les études un peu d'imagerie médicale montrent que la réorganisation d'une lésion gauche, par exemple, devrait se faire à droite. Et il y a des équipes, comme l'équipe de Varga-Kadem, qui a montré sur 10 cas que la réorganisation de la lésion gauche ne se faisait pas forcément à droite. Donc l'effet de la lésion n'est pas associé nécessairement à la latéralisation hémisphérique. Un autre moyen d'étudier la plasticité du fonctionnel cortical, c'est de suivre l'acquisition du langage chez les enfants implantés cochléaires. Donc actuellement, nous suivons une grande cohorte aussi de 50 enfants sourds congénitaux, suivis pendant 4 ans après implant, et nous commençons à détecter un effet de l'âge d'implantation sur le développement, surtout des catégories syntaxiques. Donc là, en rouge, vous voyez la courbe de développement des enfants implantés avant 3 ans, elle est assez magnifique, elle est quasi normale. Entre 3 ans et 4 ans, jusqu'à 18 mois, bon, ils se recoupent un peu, mais elle est moins importante. Et après 4 ans, aussi, le retard est un petit peu plus important. Donc ceci pose la question de la limite de la plasticité du cortex auditif en fonction de l'âge. Il y a des études d'imagerie sur des personnes et même des enfants qui reçoivent un implant qui ont montré que l'hypoactivation est associée à une moins bonne reconnaissance de phrases. Et là, il le limite à peu près à 11 ans. Comme vous le voyez, là, quand ce n'est pas en bleu, c'est pas activé. Donc, à 20 ans,
il y a plus les zones dédiées au traitement auditif ne sont plus activées, donc ça veut dire qu'elles ont peut-être été occupées par d'autres fonctions, notamment la fonction visuelle. Donc, ce qui est intéressant dans cette étude de Dong, c'est de voir qu'à âge égal, par exemple des enfants à 6 ans, on voit que le score de reconnaissance de phrases est bien meilleur chez des enfants qui avaient des meilleures rééducations, qui avaient des rééducations plus intensives, puisque certains obtiennent jusqu'à 90% de bons scores, alors que les mêmes enfants au même âge obtiennent 67% de scores. Donc ceci est tout à fait intéressant pour nous, parce que on pourra tester un peu la récupération et la restauration donc des problèmes d'hypoactivation de ces enfants sur l'effet des rééducations. Donc toutes ces données montrent que l'essentiel de l'acquisition normale du langage et ses réorganisations s'effectuent dans les limites de la plasticité fonctionnelle corticale sur une même période qui s'étendrait de la naissance à 6 ans. Au-delà de 6 ans, il y aurait des réorganisations plus lentes avec des difficultés importantes dans certaines composantes du langage, comme les indices prosodiques, le traitement de la syllabe, les structures phonologiques et les catégories syntaxiques. Je vous remercie.